Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de Dimanche politique, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM, officiellement lancé. La campagne électorale bat timidement son plein un peu partout sur l'ensemble du territoire. 33 candidats vont à l'assaut des populations en âge de voter. Ces candidats vont leur présenter leur vision, leur ambition, leur projet de société afin de susciter leur adhésion et in fine obtenir le suffrage le 6 mars prochain, le 6 mars 2016, date retenue pour l'organisation du premier tour des présidentielles. Quelles sont les exigences du monde des travailleurs vis-à-vis de ces candidats? Nous allons évoquer le sujet avec notre invité. On va aborder son actualité, notamment parler de son expérience, puisque notre invité a eu à diriger l'une des institutions impliquées dans le processus électoral. On prendra son avis également sur le déroulement de la campagne pour le compte du premier tour. Merci de prendre le rendez-vous. La personnalité que nous recevons pour plus de détails, c'est avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Tranquille Akad Benotin. Bonjour à nos amis auditeurs et à tous les téléspectateurs. La personnalité qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation ce matin est née en 1951. C'était quelque part à Famé, dans la commune de Bonou, donc dans le département de l'Ouémé. Les études primaires se sont effectuées naturellement donc à Famé et puis à Porto-Novo. Ensuite, il fréquentera le lycée Béanzin de Porto-Novo, le CG Paubès, le CG de Dassazoumès, c'est donc un itinérant de l'étude. Il obtiendra le baccalauréat série C et il se perfectionnera en devenant ingénieur statisticien économiste formé au Bénin, au Cameroun et ailleurs, comme il le dit lui-même. Son parcours professionnel et associatif se déroule essentiellement au ministère du Plan où il a effectué une carrière très bien remplie. Il était membre du comité d'action du Parti communiste du Bénin, mais sans être membre du parti lui-même. C'était à l'époque de la lutte contre le régime révolutionnaire. Depuis la fin du régime révolutionnaire, on le retrouve syndicaliste, d'abord activiste syndical simple, mais depuis 1993, il prend les rênes de la CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, qu'il n'a pas lâché depuis lors, reconduit sans cesse par ses camarades. Auditeurs et téléspectateurs, vous aurez probablement deviné que nous recevons pour vous aujourd'hui M. Pascal Todjinou. Il est syndicaliste, il est président donc de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Mais surtout, s'il est là ce matin, c'est parce qu'il est ancien président de la Commission électorale nationale autonome qui avait dirigé, qui avait officié à l'occasion des élections communales et locales de 2008. Pascal Todjinou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous tous. Bonjour, chers téléspectateurs d'Eden TV. Il y a aussi les auditeurs de Diaspora FM 102.3 qui vous suivent un peu partout au Bénin et en Afrique via Eutelsat. Et merci à vous, Monsieur Pascal Todjinou, d'avoir accepté de partager ces moments de télé, de radio avec nous. Si on doit citer au Bénin les personnalités les plus connues, forcément, sans nul doute, on vous citera. On vous a vu syndicaliste sur plusieurs présidents, le président Nicéphore Soglo, le président Mathieu Kérékou et le président Boni Yahi. Pourquoi depuis vous ne passez pas la main, Monsieur Pascal Todjinou? Bien, merci. Non, moi je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Insister pour m'inviter, je suis obligé de passer une nuit blanche à Famé avant de prendre la route vers 4h30, 5h pour être là. Je crois que c'est parce que vous trouvez certain intérêt à m'écouter que vous avez insisté, et surtout M. Baguidi. Cette question-là, c'est souvent le président Yahi qui me pose cette question et je lui dis, mais écoutez, moi, ce sont mes militants qui me demandent de rester. Pourquoi lui pose cette question? Il a même tellement insisté qu'il a écrit au BIT, tout ça là, et qui l'ont dégoûté. Moi, je crois que la passation demain se prépare. En 2016, beaucoup de choses vont se passer. Je crois que c'est le plus important. Et je ne sais pas pourquoi vous ne posez pas cette question-là à ceux qui sont là avant moi.
Dans le monde syndical, dans le monde là, syndical, dans le monde syndical, oui. On leur posera la question dès qu'on aura l'occasion de les recevoir. Bon, dans la faites même un effort d'élargir cet éventail-là. Sinon, on risque de penser que vous êtes à la sorte du président Yahi. Et je n'aimerais pas que votre télévision soit un relais de cette position du président de la République. Voilà. Il ne s'agit pas d'être un relais du président de la République. Nous avons pu remarquer que le syndicalisme au Bénin se mêle de plus en plus de politique. Est-ce que c'est normal qu'un leader syndical, un secrétaire général de confédération ou de centrale syndicale s'implique dans la politique ou fasse alliance comme on l'a vu il y a quelques années et comme on le voit certainement encore maintenant dans cette fameuse alliance contre le Wahala avec des personnalités du monde politique? Non, moi je vais poser la question à l'inverse. Pourquoi les politiciens se mêlent de la chose syndicale quand ils sont en difficulté? C'est la question d'abord. Mais mes chers amis, si les travailleurs ne se sont pas mêlés de la chose syndicale, la démocratie béninoise serait déjà à terre depuis longtemps, surtout à partir de 2006. Vous voulez dire de la chose politique? Si la chose politique. N'était pas mal mêlé à la chose politique. Le syndicat ne s'est pas mêlé de la chose politique, la démocratie serait à terre depuis longtemps. Ou même regardez ce qui se passe aujourd'hui. Disons, des radicaux, c'est-à-dire des opposants radicaux, sont devenus très faibles. Parce qu'il y a un poisson là, dans l'eau là. Tout le monde se fait dedans. Est-ce que les syndicats se sont versés dans ça? C'est pour vous dire concrètement que sur le plan syndical, nous autres, par exemple au niveau de la CGTB, nous ne luttons pas pour accéder au pouvoir politique. Mais lorsque les actions des politiciens tendent à remettre en cause la démocratie, la CGTB se prononce. Et ça, c'est dans notre statut. Hein. Ce n'est pas le secrétaire général ou bien les membres du bureau qui ont pris une telle initiative, non. Cela a été écrit parce que du temps de la Révolution, on a constaté que la Révolution s'est accaparée de la chose syndicale et même le secrétaire général était vice-président de la République. Dans ces conditions-là, est-ce que ce secrétaire général peut lutter contre le pouvoir? Les décisions qui sont prises sont des décisions édulcorées. Les décisions syndicales sont des décisions édulcorées. C'est pourquoi nous avons dit non, nous restons à l'écart de la chose politique, mais lorsqu'une décision ou un acte politique a des relents de remise en cause de la démocratie, nous sommes preneurs. C'est pour ça que depuis un certain temps, vous allez voir que, par exemple, au moment en 2000, je prends tout récemment, en 2011, on a formé aussi un mouvement qu'on appelle CDD, où nous nous sommes retrouvés et les politiciens se sont joints à nous pour lutter contre une certaine remise en cause de la démocratie. Est-ce que vous n'aurez pas pu... Quand ils ont trouvé leur compte, messieurs les journalistes, quand ils ont trouvé leur compte, c'est fini, ils nous ont lâchés. Mais nous, on a continué de travailler, on a continué de lutter, on a continué de faire en sorte que la démocratie survive dans notre pays. S'il n'y avait pas la démocratie, Eden Télé ne serait jamais ici. S'il n'y a pas la démocratie, des télévisions comme Canal et Golf, mais disons surtout que c'est des télés qui sont à la pointe des événements, on les aurait dit à balayer depuis. Vous n'avez pas vu tout ce qui se passe là. Ou dès que vous levez votre petit doigt, la rate que tape de tout bout.
C'est ça. Donc, c'est ça la lutte syndicale, la vraie lutte syndicale. Par contre, et je le dis à haute voix, au niveau de la CGTB, notre lutte au côté politique n'est pas pour devenir ministre, c'est pas pour devenir président de la République, c'est pas pour être nommé directeur de cabinet, directeur général de... Non. C'est une lutte citoyenne pour pérenniser notre démocratie. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, M. Pascal Todino, d'une télévision est une jeune télévision de l'univers médiatique du Bénin, mais qui est également aussi à la pointe des grands événements. Je tiens à vous le rappeler, c'est une jeune télévision qui n'a pas encore 2 ans, mais qui est pratiquement sur tous les fronts et qui fait également cette lutte-là aux côtés des syndicalistes pour que la démocratie au Bénin soit bien enracinée. Juste un rappel pour qu'on soit... Mais ce que je voulais vous dire, si vous prenez Canal, vous prenez Golf... On va pas faire une analyse comparative. C'est-à-dire, moi, quand je vais à Famenne, par exemple, je n'arrive pas à vous capter. Par contre, ces 2 télévisions, plus la télévision nationale, je capte ça dans mon petit village là-bas. Vous n'avez peut-être pas le bon support. On va vous orienter jusqu'à la fin de l'émission. On est suivi partout, en tout cas au Bénin, via les canaux indiqués. Merci à vous. Je tiens à vous faire ce rappel-là. On se souvient sous le président Mathieu Kérékou, non pas Kérékou, Bouniaï notamment son premier quinquennat, que vous avez accordé un certain répit au gouvernement avec des moratoires. Mais après, on a enregistré un record de mouvements de débrayage. Comment vous l'expliquez? Quels sont les mouvements? Ah oui, ça s'explique. Je vais vous le dire. Vous voyez, le président Kérékou a été ce président du temps de la Révolution véritablement pire. Mais quand il a passé, il a pris le pouvoir en 1996, il a mis un peu de bémol dans la gestion démocratique. Mais sur le plan économique, ça n'allait pas du tout, messieurs les journalistes. Ça n'allait pas du tout. On s'est dit, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Les politiciens qui l'entourent là sont tous des gens qui sont à peu près à côté de la marmite seulement. Comment manger? On a dit, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Comment manger tout le temps? C'est mauvais. Donc, nous avons dit, vraiment, trop c'est trop. C'est pour cela que le slogan selon lequel ça va changer, ça peut changer et ça doit changer, c'est un slogan qui nous a appâtés. On a dit, 3 choses à la fois, c'est important. Donc, lorsque le président y est arrivé, on a dit, celui-là, c'est un économiste. C'est un économiste. C'est un banquier. C'est un Béninois résident. Oui, non. Ça là, c'est important. C'est un Béninois résident et non pas un Béninois importé. Est-ce que vous voyez cette nuance-là? Donc, on a dit, bon, mais écoutez, accordons-lui la possibilité qu'il prenne le temps de réfléchir la chose. Dès qu'il est arrivé, messieurs les journalistes, il a balayé la maison. Le palais, là, il a balayé. Les conseillers, les gens qui sont permanents depuis longtemps, là, il les a balayés tous. On a dit, oh Seigneur Jésus-Christ, que tu as bien inspiré notre président de la République. Pendant ce temps-là, on s'est accordé, sans que ce ne soit négocié, un répit. Un répit, une sorte d'état de grâce. Oui. Pendant ce temps qu'il balayait la maison là, non, on a dit non, vraiment, ce président-là, c'est un président idéal. Nous devons l'aider. Quand on est parti au palais, il n'a pas négocié la trêve. Non. Il n'a pas négocié avec nous la trêve. Il a évoqué ça, mais nous lui avons dit non. Question de trêve là, nous voulons vous voir d'abord. Donc quand il a balayé toute la maison, on a dit, maintenant cette maison-là, elle est propre. On peut construire, on peut
faire de bonnes choses dedans. Ah, mais c'est un journaliste. Quelques instants après, d'abord, avant ça, il a dit, Audi, on veut voir clair dans la gestion au niveau des ministères, là. Les projets, les ceci, les ça, là, on veut voir clair. Il a fait tous ces audits-là. On ne sait pas par quelle alchimie. Rapidement, il les a glissés dans le tiroir. Parce que c'est lui qui les a glissés dans le Oui, tiroir. c'est lui qui a les résultats. C'est à lui qu'on a remis les résultats. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un autre qui a fait perdre les résultats là. On en était là, monsieur le journaliste. Par une grande surprise. Il a ramené tous ceux qu'il a renvoyés du palais là. Il les a renvoyés. Et il y a un là qui est un conseil dangereux. On n'allait pas citer de nom. Non, on n'a pas besoin de citer le nom. Lui-même sait qu'il est cimenté du palais. C'est-à-dire, lui là, il est là du temps de Kérékou. Il a fait Kérékou, il a fait Soglo, il a fait encore Kérékou. Et il est encore en train de faire Yahi. Pourquoi ça vous dérange lui? Non, ça me dérange parce que les conseils qu'il donne, trois régimes, ça me gêne parce que les conseils qu'il donne aux différents présidents, notamment au président Yahi, sont des conseils mauvais de gouvernance. Comment pouvez-vous être sûr que ce sont des conseils qui sont suivis? J'ai dit par exemple au palais, au président de la République, que nous avons des militants au palais de la République. Nous avons des militants, les vrais militants, qui sont à l'affût des informations. Dès que ça tombe, même à minuit et demi, on m'appelle pour dire, dès qu'il finit le conseil des ministres, moi je suis au courant de tout ce qui a été dit. Tout. Je dis tout. Ne mettez pas en danger vos militants en question. Mais est-ce que j'ai appelé le nom d'un militant? Donc, vous ne pouvez même pas les connaître. C'est comme les agents de renseignement. Vous les connaissez? Non, ce n'est pas les agents de renseignement qui colportent des... donne-moi un peu, je vais te filer l'info. Ce n'est pas ça. Nos agents de renseignement, nous là, c'est des gens qui sont dans les 12 départements, dans les différentes communes, dans tous les ministères, mais notamment au palais. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, mais vous savez, du temps du président Yahi, mais disons, on allait nous prendre, même nous piquer, et même il pourrait avoir plusieurs dans les bords. Donc, on a ça. Si bien qu'à des moments donnés, on sait quelle stratégie mener pour éviter telle chose, ou bien pour éviter telle autre chose. C'est ça, le syndicat est le vrai. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons accordé ce repli-là. Mais là où, vous voyez, le cheminement, il a balayé le palais. On a dit, ça c'est très bien. Il a demandé de moratoire, on dit non, nous voulons vous observer. On quitte là, il remplit encore le palais. On dit, mais ça c'est quoi encore ça? Et l'acte ultime qui fait que nous avons commencé par faire cela, il s'est mis dans la rue. C'était en 2007, ça. Il s'est mis dans la marche contre la corruption, la marche verte ou bien la marche verte, oui, contre la corruption. Ou la marche bleue ou bien la marche rouge, je ne sais plus. C'était la marche verte. C'était vert. Bon, maintenant que vous-même vous avez dit que c'est vert, je ne sais pas. Ah, donc c'est vert, donc c'est une ouverture sur la corruption. Moi, je ne savais pas. Je ne pensais pas que c'était la marche pour ouvrir la corruption. Moi, je ne savais pas. Je crois que c'était une marche contre la corruption. Mais c'était une marche pour s'ouvrir sur la corruption, pour que la corruption puisse devenir plus verte, plus ouverte. Vous voyez? Donc, vous voyez que dans ouverte, là, il y a verte dedans. C'est ça qui a donné le dégât. Et ça a commencé. On a dit, mais comment? Mais le président peut se lever maintenant et donner 300 millions à tel groupe. L'autre, 500 millions. Même, quelque part là, 1 milliard. Non, Pam, oh, vous êtes belle. 3 milliards. Ah, donc il y a l'argent dans la caisse. Il y en a suffisamment comme ça. Ok, nous aussi, nous devons avoir. C'est ça. Vous avez vu le processus qui a conduit à ce que, au niveau des organisations syndicales, on ne peut plus accepter de dire qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse de l'État. C'est ça.
il y en a tellement que, là, vous, journalistes, vous adulez le pouvoir, là, maintenant, vous vous mettez dans la rue pour dire, nous marchons pour, mon vieux, vous donnez 50 millions, c'est rien. Hein. C'est rien. Donc, on a dit non, c'est nous qui sommes les producteurs. L'argent qui rentre dans la caisse, là, c'est nous qui sommes les acteurs principaux. C'est pour cela que vous avez demandé 25% d'augmentation. Même 300% d'augmentation, on doit demander. Parce qu'on constate que... Mais il suffit que les gens disent, nous voulons faire ceci, on leur donne l'argent. Mais nous sommes les agents de l'administration. Donc nous sommes les employés de l'administration. Ceux qui ne le savent pas, il faut qu'ils le sachent aujourd'hui. Mais c'est le secteur privé qui produit la richesse quand même. Non, le secteur privé produit la richesse et gagne au niveau du privé. Nous, on ne marche pas au budget du privé. C'est le privé qui fournit les impôts. Mais qui va chercher les impôts? Qui? Mais écoutez, vous n'avez pas vu qu'il y a des gens à qui on dit fermer pour nos paiements d'impôts. Qui va là-bas dire il faut fermer? Qui va constater que celui-ci ne paye pas? Vous avez quand même bénéficié d'un certain nombre d'avantages du gouvernement de Boni Yayi, mais pourtant, vous le savez, vous avez eu des augmentations. Non, il vient de parler des 25%. C'est beaucoup quand même. De quoi? En 10 ans, 25%. Lui-même, ce qu'il a bénéficié là, ce qu'il a pris là. Ce n'est pas les mêmes postes. Non, je ne parle pas du président, et attention, je ne parle pas du président qui a pris. Hein. Mais ceux qui l'ont entouré, ils ont pris. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens que nous connaissons qui étaient à Mobilette. Mais vous allez chez eux aujourd'hui, pour rentrer chez eux, il faut d'abord appuyer. Lui va rester sur son lit pour dire c'est qui. Et je réponds. Et il donne l'ordre à un cuidam là pour aller ouvrir la porte. Qui était à Mobilette. Moi j'avais 2 voitures avant lui. Il fut même des gens qui étaient mes élèves à moi. Parce que j'ai aussi enseigné. Qui étaient mes élèves à moi. Qui sont devenus et qui n'avaient pas d'emploi. Non, si mes élèves qui ont d'emploi, parce que j'en connais, qui sont ingénieurs agronomes aujourd'hui, ainsi de suite, jury de haut niveau, agrégés, moi je ne suis même pas docteur, mais qui sont très bien installés et qui n'ont rien à voir avec les miettes du ministère. Ceux-là, ils peuvent même construire de stage dans la lune là-bas. Je vais leur dire félicitations. Mais des gens qui n'ont rien, je vous dis, qui n'ont rien, mais qui sont dans les couloirs en train d'aller, venir, et finalement, ils deviennent très riches. Alors, dans ces conditions-là, moi j'ai eu quoi? Je n'ai même pas eu du président Yayi aujourd'hui, je n'ai même pas encore eu même de l'eau plate. Vous n'avez pas nous faire croire que quand vous visitez le chef d'État au palais de la Présidence, il n'y a rien. Il paraît que les syndicalistes, quand ils vont au palais, que c'est toujours bien arrosé. Il paraît que... Quand les syndicalistes vont au palais, que c'est peut-être toujours bien arrosé. Non, je sais, j'ai la certitude que... Vous comprenez que certains au moins bénéficient de cet avantage. Moi, je n'en sais rien parce que depuis que je vais au palais là, d'abord, il ne peut même pas oser me faire ce genre de choses. Ça, il ne peut pas. Aucun ministre de la République. Je vous dis, aucun ministre de la République. C'est pourquoi je suis à l'aise pour parler. Moi, je suis à l'aise. Ceux qui s'acoquinent, quand ils voient les gens, non. Moi, ma langue bouge propre. Donc, à partir de cet instant, monsieur le journaliste, ceux qui vont au palais, ils savent pourquoi ils vont au palais. Moi, non. Mais je vais toujours parler sur invitation. Je vais toujours parler pas seul. Jamais. Vous n'allez pas me voir seul au palais. Même quelquefois, dans les blagues, le président me dit, mais venez, on va se voir. Non, je dis oui, on va se voir. On va se voir. Dès qu'il finit le 6 avril, je vais chez lui. S'il finit le 6 avril, ça dit, dès qu'il passe la main
au prochain président, là, que ce soit son élève ou bien quelqu'un, s'il passe la main, j'irai le voir pour dire, bon, maintenant tu as fini. On redevient des amis, non? Pourquoi vous évitez d'aller chez lui actuellement? Non, si je vais là maintenant, ce que vous dites là sera facilement comprimé, même si je ne prends rien. Non, je ne vais pas chez lui. Et pourquoi irez-vous après le 6 avril? Ah non, mais qu'est-ce que vous direz chercher chez lui? Non, il ne non. sera plus président de la République, vous n'avez plus rien à lui dire. Ah non. D'abord, non, sachez, non, ça, les blagues à part. Sachez que c'était mon ami. Ah non. Pourquoi il n'est plus votre ami? Non, il est toujours mon ami, mais pendant qu'il assume cette fonction-là, je mets l'amitié de côté. Lui, il fait son travail, moi aussi je fais mon travail. Mais dès qu'il finit, nous redevenons anciens amis retrouvés. Monsieur Pascal Todinou, on a vu toutes sortes de personnalités dirigées ou vouloir diriger ce pays après les militaires en exercice ou anciens, les technocrates, les économistes. On parle aujourd'hui des hommes d'affaires également qui sont sur la liste des départs. Quand celui des syndicalistes? À quand votre tour? Le tour des syndicalistes, c'est ça? Bon, il faut dire votre tour. Si vous me posez cette question-là, moi je peux répondre. On s'intéresse d'abord à votre tour. Pourquoi on n'a pas eu des... Parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a connu des banquiers, des militaires sous le régime Bounou Yayi, des docteurs, des technocrates de la BCAO et bien d'autres. Actuellement, des hommes d'affaires également qui sont sur la liste de départ. On en compte, on en dénombre 2 ou 3. Mais pourquoi les syndicalistes ne s'intéressent pas? Tous ceux qui sont candidats là, il y en a qui ne soient pas des hommes d'affaires. Il y en a qui ne sont pas des hommes d'affaires. Citez-moi au moins 2. On ne va pas faire cet exercice-là. De toutes les façons, il y en a qui ne sont pas des hommes Moi, d'affaires. à part un seul qui a été au gouvernement de Yayi, tout le reste sont des hommes d'affaires. D'abord, avant qu'on revienne... Maintenant, je reviens sur moi. Non, ma lutte, ce n'est pas pour être président de la République, ce n'est pas pour être ministre, ce n'est pas pour quelque chose, non. On m'a élu pour défendre les intérêts des travailleurs. C'est pourquoi je suis à l'aise. Aucun gouvernement, aucun ministre ne peut me dire... J'ai toujours donné comme exemple, mais il y a un ministre, il n'y a pas si longtemps, qui voulait me corrompre en sortant une enveloppe là. J'ai dit, bon, à quoi ça va servir? Il dit, pour acheter de carburant. J'ai dit, non. Moi, je suis de Koweït. Parce que je suis de Koweït. Je connais, vous connaissez ce pays-là. Vous en disposez tellement que vous n'avez pas besoin qu'on vous en donne. Si c'est l'essence, non, moi je n'en ai pas besoin. Il a insisté, tellement ça l'a embêté que pour la première fois, il sort de son bureau jusqu'à m'escorter jusqu'à ma voiture. Je dis, c'est ça. Et depuis ce temps-là, il me respecte. Il dit, hé, Todinou. Mais les autres ont pris, pourquoi tu... Je dis, ne me parle pas des autres. Les autres sont les autres. Todinou est Todinou Pascal. Terminé. Donc, à partir de cet instant-là, mes chers amis, moi, je ne lutte pas pour devenir ministre, président de la République. Donc, vous n'allez pas me voir sur cette liste-là. Non. Je n'y pense pas maintenant et je ne suis pas sûr d'y penser. On a entendu des hommes refuser, jurer par tous les saints qu'ils ne s'intéresseront pas à la politique, mais pourtant la chose politique les a piqués à un moment donné. Peut-être l'appel du pays vous sera-t-il adressé un jour, M. Todinou? Alors, quel est le principe par lequel le pays va m'appeler? Pas des moments de suscitation, par exemple? Comme ils ont fait là. On peut susciter votre candidature. Ma candidature? Oui. Non. Non, moi je crois que c'est des suscitations suscitées. Ouais. Moi je ne... C'est-à-dire, il y a des suscitations spontanées. Hein. Bien sûr, mais il y a des suscitations suscitées. Il peut y avoir des suscitations spontanées pour vous, donc... pour un syndicaliste, disons pour un syndicaliste, en son temps, point de vue général.
C'est-à-dire si c'est des situations spontanées, et ils disposent, ceux-là disposent les moyens pour me porter à un chose là, j'aviserai. Mais pour aujourd'hui, quel syndicaliste? Et comme moi, je suis maintenant à la retraite, qu'est-ce qui reste? De quels moyens je dispose pour qu'on me suicide? Si on me suicide, d'accord, on va dire, bon, vous avez les moyens. C'est parce que c'est une question de milliards. Monsieur Bagui, c'est une question de milliards. Et 1 milliard, c'est 1000 multiplié par 1000 lois, je n'en ai pas. Monsieur Pascal Todji, nous allons parler maintenant des syndicats. Et face à la présidentielle de 2016, vous avez sans doute épluché quelques projets de société parmi les 33 qui sont proposés aux Béninois dans le cadre de cette présidentielle. Quelle place y avez-vous découverte pour les travailleurs de manière générale? Bon, d'abord, vous parlez de projets de société. À part quelques 2 ou 3 qui ont de vrais projets de société, les autres ne sont que des plagiats. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il met ça ici. Qu'est-ce que l'autre dit là-bas? Il met ça ici. Non, non. Ce n'est pas des projets de société. Non. Deuxièmement, vous avez parlé de 33 candidats. Vous êtes sûr qu'il y a 33 candidats? Il y a des gens qui ont fui en catastrophe. Quand ils ont vu ce qui se dessine là, ils savent qu'ils auront 0,001% là. Ils ont fui. Et pourtant, on a encore 33, ils sont encore 33 sur la liste. Il était 36, d'abord 48, la Cour constitutionnelle et la Sénat non. La Cour constitutionnelle a bien fait de larguer les quidam qui veulent devenir président. Comment? C'est-à-dire quand ils ont 15 millions, ils pensent qu'avec 15 millions, ils peuvent... Généralement, quel est le calcul qu'ils font? Bon, j'ai 15 millions, plus 5 millions pour faire la campagne. Ça va aller où? Et ils se présentent. Des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le Bénin, qui ne savent même pas cela, ils se présentent. Quand même. C'est le truc d'aller rester dans un pays étranger, en Afrique ou quelque part là, d'engranger un peu de moyens, ça suffit pour devenir président du Bénin. Sur la liste de départ, actuellement, il y a quand même 33 candidats. Le spécimen cité, il y a ces 33 logos qu'on va utiliser le 6 mars prochain. 33 candidats. Donc, on peut dire 33 projets de société. Non, il n'y a pas 33 projets de société. Il y a des copies-collées pleins. Ils ont copié, c'est-à-dire quand ça circule sur le net, là, ils copient pour enlever des choses, ajouter quelque chose. Mais les rares projets de société que vous avez parcourus, non, il y a quelques... Ne m'obligez pas à citer le nom des candidats-là. Ce ne sera pas nécessaire, mais il y en a qui ont une certaine cohérence. Et quand vous lisez du début jusqu'à la fin, à la conclusion, on sent que celui-là, s'il accède au pouvoir, et qui ne se fait pas encore, disons... Phagocyté peut-être? Phagocyté par les cimentés du palais, il peut faire quelque chose de bon. Il y en a, il y a au moins 3 comme ça. Et je trouve que dedans, il y a mieux pour les paysans, il y a mieux pour les commerçants, il y a mieux pour les travailleurs, il y a mieux pour les politiciens. Encore que, aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'il existe un parti politique au Bénin ici. Je me pose cette question-là, sincèrement. Et quelle est votre réponse à cette question? Cette question-là, je préfère ne pas répondre à cette question. Ce que j'ai vu cette année... Vous la posez... Ce que j'ai vu en 2016, ce que j'ai vu, ça sort de l'ordinaire politique. Nulle part. J'ai essayé de visiter les pays, c'est-à-dire, je suis allé sur l'Internet pour voir comment ça se... Mais ça sort de l'ordinaire. Comment un parti politique va dire, je ne veux pas faire l'opposition. Mais même celui qui... Non, il y a un problème.
ça sort de l'ordinaire. En tout cas, en attendant qu'on y revienne, vous avez des attentes en tant que syndicaliste vis-à-vis du prochain président de la République. Quelles sont ces attentes-là? Non, le prochain président de la République doit être humble, doit avoir une vision de développement, doit s'intéresser à la chose économique. C'est ça, le prochain président de la République. Le reste, là, ça l'entoure. Le prochain président de la République doit donner l'indépendance totale à la justice de mon pays. Excusez-moi. Vous indiquez que le prochain président doit donner l'indépendance totale à la justice de votre pays, le Bénin, qui doit s'intéresser à l'économie, aux travailleurs, à presque tous les secteurs. Peut-on conclure que le régime finissant n'a pas accordé d'intérêt à la justice de votre pays? Non, pas du tout. La preuve que vous voyez les magistrats marcher dans la rue, c'est la première. Depuis 1960 à la date d'aujourd'hui, c'est la première fois. C'est ce régime qui a instauré ça. Ça veut dire que même quand la justice prend des décisions, le gouvernement prend la décision de violer ça. C'est du jamais vu. Donc, vous voyez avec moi que il faut donner une certaine indépendance à cette justice. Et au-delà de ces exigences, est-ce qu'il y a d'autres exigences? Non. Moi, je dis que si on prend l'ensemble de tout ça là, le travailleur se retrouve dedans, l'employeur se retrouve dedans, l'administration se retrouve dedans, il reste quoi? Vous parlez d'humilité. On a vu Boni arriver au pouvoir avec un très fort sens de l'humilité. Et pourtant, aujourd'hui, vous l'agonisez de tous les maux dont souffre le Bénin. Le président Yaya est venu avec quoi? Un très fort sens de l'humilité, c'était ce que nous avions vu. Donc, vous êtes professeur aussi, vous pouvez facilement apprécier ça, mais non. Déjà en 2006, vous n'étiez pas vous avez apprécié ça au départ, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand il est arrivé, il a posé, en tout cas dans son élan de gouvernement, il a posé un certain nombre d'actes qui vous ont poussé à accorder un répit au gouvernement avec des moratoires. C'est vrai qu'après, vous avez développé, dans votre développement, vous avez indiqué qu'il y a eu d'autres faits qui ont changé les choses, mais dans un premier temps, il vous a quand même séduit. Non, il faut faire la différence entre l'humilité et la qualité de l'homme. Le président Yahi, c'est un économiste, c'est un banquier, c'est un nouvel homme. Donc nous estimons pour notre part qu'il peut faire mieux avec son slogan. Est-ce que vous voyez? Par contre, me dire qu'il est humble, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous pouvez évaluer les capacités d'humilité d'un homme que vous voulez être le prochain président de la République, est-ce que vous n'aurez pas pu évaluer celle du président Boni Yahi? Non, je ne peux pas faire une telle comparaison. Parce que je suis en face d'un président de la République. Je ne peux pas. Je ne veux même pas m'exercer sur votre plateau au risque que ça ne vous promette en conclusion, de problème. Le prochain président, vous le voulez très humble. Je veux un homme humble, le président de la République. Un homme qui laisse la liberté à la justice, qui laisse la liberté au peuple béninois. Un président qui donne la possibilité à tous les fils du pays la même chance. J'ai toujours dit ceci. Moi, en 1974, j'ai passé le concours des statisticiens. On veut prendre seulement 2 personnes. Nous étions 183 à composer. Moi qui viens d'Afamela, qui me connaît? Qui me connaît? Mais c'est mon travail qui a fait que je fais partie des 2. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est à Paris, sans avoir jamais mis pied dans une salle d'examen, on dit qu'il est admis. Vous avez des preuves de cela? Il y en a plein. Vous voulez qu'on vous amène des gens? Ah, voilà.
Donc voilà ce que je voulais dire. En tout cas, si le prochain président présente les qualités que vous venez de citer, est-ce que les syndicalistes, dont vous, allez lui accorder un état de grâce? Ça vient naturellement. La preuve, Yahi n'a pas négocié, le président Yahi n'a pas négocié la trêve là. C'est parce qu'on a vu au départ son engagement à mieux faire que nous lui avons accordé ce répit. Si le président prochain vient, attention, nous avons dit dans notre conférence de presse que le prochain président, si c'est un président Ouakkala, nous allons lui montrer le Ouakkala. Si c'est un président Ouakkala, ça là, qu'il vienne de l'Italie ou de n'importe où, celui-là, si c'est un président Ouakkala, il nous verra sur son chemin. Donc, celui-là, s'il vient et que on sait qu'il est bien élu, si c'est bien élu, et ça là, gare à tous ceux qui parlent de chaos. Un chaos mal chaoté, alors là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que nous sommes, cette fois-ci, on ne laissera plus de place. Non, mais si le peuple, c'est le peuple qui vote, les électeurs, si le peuple ne décide peut pas faire de chaos, d'accorder le peuple... en majorité ses suffrages à un candidat. Monsieur Tranquillin, je vous dis la vérité, ce chaos n'est pas un chaos. Et nous ne voulons plus que ça se répète. Celui qui vous parle là, j'ai été président de la Sénat. Justement, c'est ce Et titre-là que je vous dis, ce chaos n'est pas un chaos propre. Par voie de conséquence, nous n'en voulons plus dans ce pays. Même si tous les partis politiques se renversent dans ce chaos-là et que ce n'est pas le chaos propre, et ben, il ne peut pas diriger. Il ne peut pas diriger. Ça là, cette décision, nous l'avons prise à 5. Et les 5 là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça là, on ne le dit pas par méchanceté, hein. Non, on ne menace personne. Il s'agira d'attendre que les résultats tombent et que le chaos, s'il se Il ne s'agira pas d'attendre. Cette fois-ci... Est-ce qu'on peut empêcher le chaos d'arriver juste parce qu'on n'a pas envie qu'il arrive? Non, si c'est un chaos propre, nous, on n'a rien à voir. Vous mettez quoi dans le chaos propre? Ah oui, il y a des chaos non propres. Je ne veux pas parler de propre, mais c'est les chaos non propres qui nous intéressent, monsieur le journaliste. C'est les chaos non propres. Les chaos... que vous dites venus mal chaoté. C'est ça. Hein? Donc voilà ce que je voulais dire. Alors vous êtes invité ici en qualité notamment d'ancien président de la Sénat et nous vous invitons donc à prendre maintenant la peau de cet ancien président de la Commission électorale nationale autonome qui a dirigé en 2008 à l'occasion des élections que vous avez dirigé à l'occasion des élections locales et communales en 2008. Il paraît que d'habitude, les présidents de la Sénat sont très bien payés, sont grassement payés. Est-ce que c'était le cas? Bon, moi, je vous donne ce que je prenais. C'était 522 000. Par mois. Par mois. En dehors de ça, je n'ai pas d'autres avantages. J'ai du carburant. En dehors de ça, je n'ai pas d'autres avantages. Et je n'ai eu aucun autre avantage. Au contraire, mes 3 derniers mois, on ne m'a pas payé ça à la date d'aujourd'hui. J'ai écrit au président Yahi pour lui dire, remboursez-moi mes 2 millions et quelques à la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu ça encore. Mais, messieurs les journalistes, je voudrais que vous appréciez maintenant ce que l'équipe de Togino a fait en 2008. Nous, on a disposé d'à peine 2 mois pour organiser 3 élections, dont une, la première fois dans l'histoire du Dahomey au Bénin. Mais lorsque l'actuel Sénat est arrivé, on l'a installé 1 an après. Il y a des arrondissements qui n'ont pas encore eu d'élection. Pourtant, nous, même si c'est mal organisé, et c'est ce bémol-là qu'il faut comprendre. Messieurs les journalistes, je suis à l'aise aujourd'hui pour en parler et j'ai honte de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez tous les moyens. Moi,
j'ai eu à peine 4 milliards. Dans les 4 milliards, certaines institutions en ont bouffé suffisamment. À hauteur de combien, par exemple? Si je savais que j'allais discuter de ça, je vais vous amener les statistiques. C'est pas moi qui ai produit les statistiques, c'est la Cour, c'est l'IGE qui a produit les statistiques. C'est l'inspection générale d'État dirigée par Ali Koussé qui a fait ça. C'est ça. Et Dieu merci. Regardez tout ce qu'on s'est passé avec nous. On m'a élu, chuté. On m'a réélu, chuté. Et une troisième fois, 100%. 17 sur 17. J'ai eu 100%. Maintenant, mais attends, nous avons mis un point d'honneur en 2 mois à organiser les élections communales, municipales et surtout locales. Et surtout locales, ceux qui sont là aujourd'hui. Les fichiers sont déjà là. Les fichiers sont déjà là. Il reste à combler. C'est nous qui avons conçu les fichiers villages. C'est nous. C'est ma Sénat qui a construit les fichiers villages. Il n'y en avait pas. Mais il s'est fait que la loi, le code électoral a évolué. Non, mais le code électoral a évolué. La carte électorale également. Ça veut dire quoi? Les anciens villages et quartiers existent. On en a créé d'autres. Mais il y a seulement d'élargir la base. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais je suis statisticien après tout. Et celui qui me suit, c'est un docteur, professeur agrégé. Celui qui a été mon vice-président. C'est un professeur agrégé. Lui et moi, nous restons dans le bureau là. Mais dis donc, écoutez, aujourd'hui, on dispose de tous les moyens pour faire la chose. Et pourtant, regardez ce à quoi on assiste. Report en report. Report en report. Regardez, le président Yahi a convoqué le corps électoral depuis près de 10 mois. Et c'est aujourd'hui qu'on constate qu'on n'est pas prêt et on donne une semaine en plus. Ça dit chaque fois, mais dis donc, je suis mal à l'aise dans mon pays. Chaque fois que le président Yahi veut organiser une élection dans mon pays, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement, on va s'intéresser encore davantage à cette institution que vous avez dirigée, qui comptait à l'époque 17 membres. Est-ce là un de ces problèmes, le nombre de commissaires? Non, non, il y en a eu plus que ça avant. Il y en a eu plus que ça avant. Ça dit que les problèmes, d'abord, au niveau de la Sénat, il y avait 2 groupes qui se surveillaient comme vraiment la souris et le chat. Il y a un groupe de 10 et un groupe de 7. Les 7 là, c'est les acquis au pouvoir. Les 7. Vous étiez acquis à quelle cause? Les 7 là. Vous étiez de quel groupe? Non. Bon, il y a 9 qui sont politiques. Hein, mais de l'opposition radicale. Moi, je suis d'une société civile. Bon, moi, même me prendre comme président là, moi j'étais tranquille quand ils sont venus me dire c'est toi qui seras le président de la Sénat. Je n'ai jamais levé mon petit doigt. Non, non, non. Même quand on reprend là, je ne suis pas candidat. Quelqu'un me prend, il n'a qu'à prendre. Est-ce que vous voyez? Il se fait que les 2 là, groupes là, ils se combattent comme des gladiateurs. Et moi, je suis là pour travailler. Et j'ai dit à mon vice-président, pardon, nous autres là. Mais lui faisait partie d'un groupe aussi. Il fait partie, mais lui, il est plus... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plus souple. Rappelez-nous son nom.
C'est Mounda Siro, quelque chose. Il est le professeur, lui, c'est lui qui est recteur de l'université ISCT, là. Bon, voilà. Laissons ça de côté d'abord. Donc, lui, il est plus collé à moi. On s'entend très bien. C'est pour ça que lui et moi, nous avons travaillé de façon très forte. Alors, je reviens sur la formule. Vous voyez, nous avons conçu les tableaux, nous avons essayé de voir toutes les difficultés qui peuvent nous empêcher de mieux assimiler. Et nous sommes allés prendre les logos de chaque groupe pour les positionner dedans pour voir si ça marche. Et nous projetons ça comme ça en diapo pour voir ce que ça donne. Nous avons fait tout ça là en moins de rien de temps. Je dors à peine 2 heures par jour. Et le vice-président aussi, vraiment, je lui rends hommage jusqu'à la fin de ma vie. Il est très compétent, très engagé. Alors, donc voilà, nous avons fait tout ça là, sans moyens. Avec 4 milliards quand même. Non, 4 milliards. Aujourd'hui, il y en a de 16 milliards. Et pourtant, on n'a pas fini. Moi, je suis à 4. On a multiplié ça par combien là maintenant? À 4. Non. Ça va 4 par 4, c'est vrai. J'ai oublié que Voilà. Je suis le journaliste. On a multiplié mes 4 milliards par 4. Et pourtant, on n'a pas fini. Il reste quoi? On a besoin encore de ressources. En mon temps, je vous dis, on ne me laisse même pas discuter avec les fournisseurs. C'est au ministère des Finances là-bas que tout se discute. Ouais. Je m'en fous de tout cela. Je dis, le plus important, c'est de me donner les moyens pour que je fasse mon travail. On a voulu acheter d'ordinateurs à 350 000 francs. On refuse, on va acheter ça à 900 000. Oh, ils vont acheter ça à 900 000 et nous donnent ça. L'ordinateur là, ça ne peut même pas faire une semaine. Ça éclate. On est allé au marché Topa, acheter d'ordinateurs. Mais on multiplie le coût que nous on a trouvé sur le terrain qui est de la qualité, on a multiplié ça par 3. Et on a utilisé même un ministre frère pour déblatérer sur le président de la Sénat. Résultat, 6 mois après, lui aussi, on le sort du gouvernement. Mais je vous dis, tout ce qui s'est passé du temps de la Sénat 2008 prouve aujourd'hui que c'est de la pure manipulation. Malheureuse. Ce qui s'est passé, c'est de la pure manipulation. On est allé jusqu'à susciter la rébellion au niveau de mes propres frères. À ces mains-là. Ils oublient que moi, je suis de Bouémé. Mais par la suite, les intéressés sont venus me voir pour dire oui, monsieur le président, vous voyez, on nous a donné ceci, on nous a donné ça pour faire ci, pour faire ça. Bon, vous avez dit après, non. C'est l'essentiel. Dieu va vous protéger. Parce qu'au moins, vous êtes venu me dire la vérité. Mais ne recommencez plus. Mais aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Il y a eu quand même des réformes après, attirant le son de tout ce que vous avez vécu, Oui. de fonctionnement de l'institution que vous avez dirigée, qui comptait sous votre présidence 17 commissaires. Aujourd'hui, on a une Sénat permanente, 7 ans, des instituts de fonction avec 5 membres. Est-ce, selon vous, une réforme qui aboutira à des résultats concluants? Ça devrait aboutir à des résultats concluants. Mais ce que je vois là aussi, tout est encore politisé. Nous, la recommandation que nous avons faite, c'est d'avoir une Sénat permanente
totalement débarrassé de la chose politique. Qu'est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais ailleurs, ça se passe. Pourquoi pas chez nous? La classe politique n'est-elle pas trop Non, impliquée? non, 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 non. C'est des gens décidés à faire évoluer la chose politique, mais sans être des politiciens. Et pourquoi La preuve aujourd'hui, on dit une partie mouvance, une partie l'opposition, et à la fin maintenant, tout est mouvancé. Le résultat, on va donner quoi? On va donner quoi? On va donner quoi? Ça va donner quoi? Pourquoi le politique a du mal à lâcher cette institution? Mais ça, c'est cette question-là, il faut aller poser ça. 1, au président de la République. 2, aux politiciens. Parce que normalement, le chef de l'État doit être quelqu'un qui doit se mettre en marge de tout ça là. Organisez-moi ça et je vais voir. Mais on a l'impression que, quelle que soit l'élection, le chef de l'État veut nécessairement avoir son point de vue. Résultat, ça se complique. Il y a même des gens, ouais, pendant que moi j'étais président de la Sénat, il y avait 10 qui étaient de mon côté, qui sont, et je leur rends hommage, qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Mais j'ai réussi à récupérer 4 parmi les autres. Parmi les classiques là, j'ai réussi à récupérer 4 qui m'ont dit par la suite vraiment. C'est qu'ils reçoivent des instructions, ils doivent faire ceci, ils doivent faire ça. Eux, ils sont fatigués, c'est pourquoi ils ont dit non, vous qu'on finisse cette affaire-là. C'est ça qui a fait même que j'ai vite fini. C'est ça la vérité. Et sur les journalistes. On a l'impression que vraiment, le président de la République veut s'accaparer de tout, régenter tout. Il veut que le prochain aussi soit son... Bon. Est-ce qu'on doit rendre responsable uniquement le président de la République? Parce que l'Assemblée nationale, c'est à ce niveau-là que tout se passe, que la désignation des membres de ces institutions impliquées dans le processus s'organise. La preuve, ceux qui sont venus de l'Assemblée, il y a une partie gouvernementale. Il y a une partie gouvernementale. Donc, ça veut dire concrètement quoi? Que on fait le point. On dit, à l'Assemblée là-bas, là, ceux qui sont à l'Assemblée, ce sont les miens. Désignez-moi telle personne. Moi-même, je désigne de mon côté ceux à qui à ma cause. Regardez, c'est le résultat qu'on voit là même. Mais dès que celui qui est là, celui qu'on a désigné, l'ensemble là est acquis à la cause, on met les moyens maximaux à la disposition de. Mais parce que en ce moment-là, il y avait 9 de ce côté, plus moi. On dit quoi? Ça c'est quoi ça? Laissez la présidence à telle personne, je mettrai tous les moyens à votre disposition. Je dis, mais ce n'est pas moi qui veux pour être président. Si vous trouvez le nombre nécessaire pour que la personne soit président, moi, je ne suis pas allé à la Sénat pour être président. Je suis allé là pour voir ce qui se passe au nom de la société civile. Mais on me dit, non, laissez. Il y a même quelqu'un qui m'a menacé, dit que si je suis président de la Sénat, il va... je ne veux pas utiliser le terme, de par la période que nous traversons aujourd'hui, je ne veux pas utiliser le terme. Nous allons poursuivre, Pascal Todino, à quelques jours de la prochaine élection présidentielle, de graves incertitudes planent, vous le disiez encore, sur le scrutin. Le processus de distribution des cartes d'électeurs est très largement en retard. On a déjà reporté le scrutin une première fois. Quelle est la responsabilité de la Sénat dans cette affaire? Est-ce que la Sénat a une responsabilité ou bien c'est seulement le COS l'EPI qui doit être blâmé? Non. La Sénat, du point de vue responsabilité de distribution des cartes, n'a aucune responsabilité. Ça, il faut être honnête. Rien. C'est la Sénat qui a fixé le calendrier? Non, non, non.
c'est le gouvernement qui a fixé la date des élections. Le COSLEPI devrait en tenir compte et finir de distribuer les cartes et la Sénat organise les élections. Point. En notre temps, c'est manuscrit. L'établissement de la liste électorale, c'est manuscrit. Mais on a fini 15 jours avant les élections. On a fait ça malgré tout. Les gens se sont rebellés. Je suis obligé d'aller leur expliquer que moi, je suis de la société civile, je n'ai rien à voir avec les partis politiques. Aidez-moi à finir. Ils m'ont aidé. Ils ont compris. Mais qu'on ait mis tant de moyens à la disposition du COSLEPI et que COSLEPI vient tout le temps à la télé nous rassurer. Non, telle date, nous allons faire ceci. Et même, vous-même, vous avez commencé par apprécier le COSLEPI pour dire, oh, vraiment, c'est la première fois, c'est ceci, c'est ça. Vous avez vu l'homme politique, il a tourné kazakh. Le résultat, c'est pour aller annoncer qu'il y aura un chaos. C'est ça. Mais dans d'autres pays, une telle déclaration aurait suscité des remous énormes. On n'est pas resté silencieux non plus au Bénin. On est resté silencieux. Non. Le Béninois, avant d'aller à la rébellion, c'est progressivement. Mais quand il arrive là, depuis 1990, on n'est pas encore allé à la rébellion. Non, pas encore. Les événements du 4 mai 2015, quand même, quand les Béninois se sont jetés dans la rue, le Cotonou notamment. Non, ça c'est Cotonou, tout petit, une partie du Cotonou. Je conviens que cette sortie-là était une sortie indispensable. Je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que nos hommes politiques nous malmènent. Je dis COSLEPI a eu tous les moyens selon la déclaration du président du COSLEPI. Il a même félicité le gouvernement, ce qui m'a semblé extraordinairement bien. Il a félicité le gouvernement. Il dit oui, mais vraiment, on s'entend bien avec le gouvernement. Tout ce que nous demandons au gouvernement, il nous donne. Il attend 24 heures de son renvoi pour dire non, que nous n'avons pas suffisamment de moyens. Ah non. Ça là, c'est une maltraitance. Je n'accepterai pas de pareilles choses. Donc, à partir de cet instant, ce qui se passe aujourd'hui, mes chers journalistes, chers téléspectateurs, cela, je ne sais pas quel mot je vais utiliser pour ne pas blesser les personnes. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est l'évident, c'est que la campagne électorale est lancée. Elle est couplée maintenant à la distribution des cartes d'électeurs. Selon la dernière déclaration du président du CNT, la production des cartes est à environ 35%. Avez-vous l'impression, avec cet allu, que le dernier des Béninois en âge de voter entrera en possession de son sésame avant le 6 mars 2016? C'est pas évident, monsieur le journaliste. Et dans ces conditions, à quoi assisterons-nous? Oui, c'est pour cela que nous, on a dit, il n'est pas question d'utiliser la carte de 2011. 2015. 2011-2015. Parce que ça a des conséquences dangereuses. Et pourquoi les politiciens eux-mêmes fassent cette proposition? Pourquoi? Certains politiciens, en tout cas certains représentants de candidats, ou certains candidats sur la liste de départ ont fait cette proposition de oui. diviser. Moi, je comprends. Je comprends que c'est pour éviter un vide juridique. Si les cartes ne sont pas prêtes, à un moment donné, on sera obligé de dire, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'élection. Ça va tomber dans un vide juridique. Qu'est-ce qui va se passer? Le président qui est là va dire non, mais ce n'est pas ma faute, je reste.
le président de l'Assemblée va dire non, 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 c'est mon tour, je dois être président pendant au moins une journée. Ça y est, la catastrophe s'installa. Et c'est nous, politiques et non politiques, là, c'est nous qui allons en souffrir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est pour ça que le syndicat doit s'intéresser aussi à la chose politique sans être politicien. Si jamais il n'y a pas une telle formulation aussi, et c'est ça que de plus en plus nous avons commencé par comprendre, on était très radicaux contre la chose, mais on est en train d'édulcorer. Mais si on ne sait pas faire et qu'il n'y a pas une telle clause selon la Cour constitutionnelle, eh bien, les gens de chaos là vont nous amener progressivement jusqu'à ce niveau-là. Et ça va nous donner autre raison. C'est pour ça que la formule qui consiste à dire, bien, les départements où on a distribué les cartes, aucune autre carte ne doit être utilisée. Ça, c'est bien. Mais les départements où on ne va pas distribuer les cartes, on va utiliser les autres cartes sans faire de mélange. À la limite, si on a la possibilité de faire un tel contrôle, c'est peut-être acceptable. Et ceux qui n'ont pas... Mais lorsque nous sommes intervenus pour dire nous n'en voulons pas, c'est pour faire pression sur le CNT et sur le journaliste. Lorsque je dois produire un bic en une journée, si je mets 2 personnes pour fabriquer le bic là, je ferai ça en une demi-journée. Si je prends 4 personnes, je peux fabriquer 2 bics en une journée. Je ne peux pas comprendre. Nous avons dit ça au président Sakalafia quand il dirigeait le COSLEPI. Il en a tenu compte. Pourquoi on ne peut, puisque les moyens existent, pourquoi ne pas mettre suffisamment de moyens à la disposition de COSLEPI aujourd'hui pour qu'on produise plus rapidement ces cartes-là? Pourquoi veut-on produire les cartes par département? Pourquoi veut-on distribuer les cartes par département? La loi n'a jamais prévu ça. Lorsque nous avons lancé le recensement électoral, mais ça a été fait simultanément dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, dans tous les villages. Qu'est-ce qui a permis à COSLEPI de commencer par distribuer les cartes électorales par aire géographique? Qui a dit ça? C'est une violation des tests. Mais est-ce que ce n'est pas parce que justement la production des cartes a pris du retard et puis dès qu'on a fini pour un département, on commence la distribution en attendant de finir pour les autres alors, départements? dans ces conditions-là, si on me dit, on a commencé par la Libori, la Takora, Bogou, la Donga, le Zou, Colline, et on descend progressivement, je peux dire, ah bon, à la limite on peut comprendre parce que pour aller distribuer les cartes là, jusque là-bas, jusqu'à Kompa ou à Karimama là-bas, hein, ça va prendre du temps, je peux comprendre. Mais qu'on ait commencé par là-bas et qu'on descende pour faire zigzag, il y a quelque chose qui se prépare. Messieurs les journalistes, il y a quelque chose qui se prépare. On aura le temps de constater ce qui se prépare. Il faut barrer la voie sur quelque chose qui se prépare. C'est pourquoi nous avons dit, messieurs les journalistes, nous avons dit, un président élu dans ces conditions-là, mais dis donc, il va souffrir. Il va souffrir. Ou bien il va tuer tous les syndicalistes vrai. Il va les tuer tous. Est-ce qu'on aura besoin même s'il importe des chars qu'on voit sur WhatsApp là, même s'il importe des chars. On n'a aucune preuve que cette information est... On aura le temps d'apprécier... Ce n'est pas un réseau fiable, en tout cas, des informations, des images que l'on voit des chars débarqués de navires ne sont pas encore
confirmés, donc nous n'allons pas opiner de la Mais si ce n'est pas confirmé, comment eux, ils ont tout fait pour... On aura le temps. Il n'y a pas de preuve non plus que c'est vraiment de chez nous. Il y a tellement de manipulation aussi des images que nous ne pouvons pas nous permettre de commenter. Non, quand vous voyez la position des chars, et on aura le temps d'apprécier. Et vous voyez le paysage, ça c'est un paysage béninois. Le Bénin, ne me détourne pas des... Le Bénin, M. Pascal Todinou, c'est un pays souverain qui a le chef de l'État qui est là, en tout cas usant de son pouvoir régalien, a le droit de renforcer l'armement des forces de sécurité parce qu'il y a aussi des menaces, des menaces transfrontalières qu'il faut prévenir. Donc c'est vrai que ces achats, probables achats qui restent à confirmer. Il attend la fin de son mandat pour renforcer. Non, c'est un renforcement prémédité. Bon, mais je lui concède... Parlons du processus électoral, M. Pascal Todinou. On ignore jusqu'alors, nous émettons la méthode de compilation des résultats qu'utilisera la Commission électorale nationale autonome Sénat. D'abord, laquelle vous avez-vous employé en votre temps, au moment où vous dirigiez l'institution en 2008? Non, chez moi c'était simple. Hein. Il y avait les résultats par bureau de vote qu'on compile au niveau village, au niveau arrondissement, au niveau communal et même au niveau départemental. Mais ça, si ça arrive déjà au niveau de commune, nous on a déjà à peu près les résultats. En attendant qu'au niveau départemental, qu'on nous amène ça. Voilà comment, très simplement, comment ça s'est passé. Et parce que nous, on n'était pas chargés en notre temps de publier des résultats, des tendances, non. Nous, ce que nous avons fait, c'est nous qui proclamons les résultats. Oui, pour ce type d'élection, c'est d'ailleurs toujours ce que prévoit la loi. Mais dites-nous, M. Todinou, est-ce que des manipulations logistiques ou de logiciels informatiques peuvent permettre réellement, comme cela se suit parfois, de modifier un résultat et de changer le nom du gagnant? Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça, il ne faut pas... ça dit que si les résultats parviennent et qu'on insère ça dans l'ordinateur au fur et à mesure, parce que de notre temps, lorsque on saisit cette donnée-là, il y a quelqu'un d'autre qui l'a saisie et on fait les comparaisons. C'est-à-dire, il y a M. Baguidi qui a tel chiffre, le même chiffre-là est saisi par Todinou Pascal et on va faire la comparaison au niveau du troisième là-bas, de la troisième personne là-bas, pour voir si c'est vrai. Maintenant, lors de l'intégration, il peut y avoir des difficultés. Parce que ce que nous on a vécu en 2008, c'est qu'il y a des résultats qui ne sont pas exploitables. Comment ça? Il y a des résultats qui ne sont pas exploitables. On met le résultat de A à la place de B et ainsi de suite. Lorsque, par exemple, le nombre de votants, c'est 40, et que lorsqu'on fait le point, on compare ça au nombre d'inscrits, et c'est supérieur au nombre de votants, inférieur au nombre de votants, ça pose problème. Comment on va apprécier ça? C'est-à-dire ceux qui ont voté là, le nombre de votants là, c'est supérieur au nombre d'inscrits. Comment on peut apprécier ça? On dit, il y a 30 qui sont inscrits, mais le nombre de votants c'est 40. Comment on peut apprécier ça? En ce moment-là, la commission électorale décide elle-même d'abandonner ces résultats ou bien elle les intègre en attendant que la Cour constitutionnelle ou à l'époque la Cour suprême... Non, chez nous, il n'y avait pas la Cour constitutionnelle. C'était la Cour suprême de votre côté. Est-ce que c'est vous qui annulez ce résultat ou bien c'est la Cour suprême qui se charge du contentieux? Il y a des résultats, qu'on apprécie en allant à la source chercher l'information. Et quand vous allez à la source, vous cherchez, on va jusqu'au niveau du nombre d'inscrits, on va même revoir les feuilles de dépouillement.
Et tout cela, ça nous retarde. Donc, lorsqu'on va jusqu'à aller demander la feuille de dépouillement, et on prend les résultats selon la feuille de dépouillement, et on colle là. Il est arrivé que vraiment, visiblement, même si on va jusqu'au niveau de la feuille de dépouillement, il n'y a pas possibilité. Monsieur Pascal Todino, en votre qualité d'acteur de la société civile syndicaliste, faites-vous actuellement confiance à l'actuel Sénat, la Commission électorale nationale autonome Sénat, pour rendre les résultats exempts de reproches pour le compte de ces élections? Ah mais pourquoi je ne peux pas avoir confiance en eux? Ils sont 5. J'ai confiance en eux jusqu'à ce qu'ils me déçoivent. Moi, je n'ai pas de preuves pour dire que je n'ai pas confiance en eux. Donc, je suis obligé de dire j'ai confiance en eux, mais jusqu'au moment où ils vont me décevoir, encore que de plus en plus, je suis déçu. Je suis déçu parce que ils ont eu tous les moyens pour organiser les élections. Le problème que nous avons actuellement n'est pas imputable à la Sénat. Vous l'avez Ils n'ont pas encore organisé les élections maintenant. Je parle des élections passées. Élections locales, communales et municipales. J'ai dit, ils ont eu tous les moyens de ce pays. Tous les moyens. Eux-mêmes ont dit, maintenant nous avons les moyens. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils ont été installés très tôt, 1 an avant. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi? Seulement 5, est-ce que le chiffre n'est pas trop peu par rapport à tout le travail qui doit être fait? Ce n'est pas le fait d'être 5 qui pose problème. C'est le fait d'avoir les moyens. Si j'ai les moyens, ils ont les moyens sur toute l'étendue du territoire national. Et les intéressés sont payés également. Pourquoi? Et c'est les journalistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, vous voyez, quand on le dit, quand on les rencontre là, oh, ils déblatèrent sur les gens. J'ai dit, bon, moi, c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'on a tellement politisé cette structure que ça devient lourd à gérer. Ça aurait été des techniciens qui n'ont rien à voir avec la chose politique. Ils vont faire le travail de façon indépendante et vous allez voir. C'est pour ça que à la prochaine mandature de cette structure-là, il faut débarrasser la structure-là de la chose politique pour que ce soit des techniciens. Et il faut faire une enquête de moralité au niveau de la personne à prendre. Il ne faut pas prendre des gens qui sont là seulement pour chop. Non. Et chop là, ça a donné les résultats de Koslepi. Ou, comme ils sont bien payés, bien véhiculés, bien assis dans leur bureau, ils ne voient même pas le travail que faisait le CNT. C'est dangereux. Ils ne savent même pas le niveau auquel se trouve le CNT. Il avait carrément dissous le CNT puisqu'il devait mettre en place l'Agence nationale de traitement, ce qu'ils n'ont même pas fait. Et donc, on en est arrivé à ce... Ah ouais, mais écoutez, la faute est à qui? Cette fois-ci, ce n'est pas la faute à Yahi. Non. Si quelqu'un me dit ça, je vais balayer ça d'un revers de main. En tout cas, M. Pascal Todino, est-ce que nous disposons aujourd'hui de moyens pour contrôler la fiabilité des résultats? Ah si, on a... C'est-à-dire, de plus en plus, les gens sont éveillés. Aujourd'hui, dès que le résultat sort, on a la possibilité d'envoyer ça sur un serveur automatique. Même si nous sommes à compas. Ou bien... Où il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité. Non, on n'a pas besoin d'Internet. Les portables que nous avons aujourd'hui, là, il y a plusieurs manières d'envoyer les messages. Même celui qui est à New York. Ah oui. Et puis, ne l'oubliez pas, les opérateurs économiques de haut niveau que vous avez là, c'est des gens qui ont participé à la compréhension de la chose avant. Aujourd'hui, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent. Ils ne vont pas laisser faire. Donc ceux qui pensent d'un certain chaos là, ils ont déjà échoué. Ils sont déjà à terre. Donc les résultats, si tout est fait, vous pouvez rester dans votre chambre et avoir les résultats. Ah oui, le système a changé. Ceux qui sont venus là,
ils ont importé de grands systèmes de contrôle sur le terrain. Et parce que c'est eux qui aidaient les autres. Cette fois-ci, même s'ils échouent, c'est propre. Mais s'ils échouent et que ce n'est pas propre, et on amène quelqu'un, ah, celui-là, non. Mes chers journalistes, soyez prêts à couvrir. Soyez prêts à couvrir des événements. Tant que nous serons en bonne santé et que la respiration là rentre dans le nez là, et point, ici, noir. Il ne peut pas, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Oh non. Il faut qu'ils le sachent déjà, qu'ils mettent ça dans leur cerveau pour savoir qu'on ne peut plus nous imposer un quelconque président. Non, on va il ne peut plus imposer un président et celui qui est élu là, son député sera attaché comme ça. D'abord, celui qui a fait ça, il est où même? Si on devait imposer un président de la République, on n'organiserait pas les élections au Bénin. Ça fait délire, un président de la République. Dites-nous. Non, mais attends, monsieur le journaliste. Il n'y a pas eu un président imposé au pays. Non, on n'a pas connaissance. De toutes les façons, les candidats que nous avons heureusement, vous n'avez pas connaissance. Ne désignez pas des coalitions politiques. Même si vous avez connaissance. Non, pas connaissance. Même si vous avez connaissance qu'il y a un mal élu dans ce pays, même si vous avez cette connaissance, vous pouvez dire sur ce plateau-là que vous ne connaissez pas. C'est normal. Sinon, on va suspendre votre station là immédiatement. Donc, c'est vrai. Vous n'avez pas connaissance d'un candidat imposé. Nous avons 33 candidats. Non, je ne parle pas de ces candidats-ci. Je parle des autres candidats passés. Mais les candidats d'aujourd'hui, on n'en a pas encore imposé. Encore qu'il y a quelqu'un. Ils sont 33 un candidat imposé quand même. Candidat. Monsieur Pascal Tordu, dites-donc combien de temps devrait prendre la Sénat pour proclamer les résultats du premier tour du scrutin? Normalement, avec la nouvelle technologie, le soir, au plus tard 20h, on doit connaître à peu près le prochain président de la République. À condition que les bureaux de vote ouvrent tous à l'heure prévue. Bon, à la limite. Ça, c'est une donne. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en garde la Sénat. C'est pour ça qu'il faut dire à la Sénat, cette fois-ci, vous avez encore eu tous les moyens. Il n'est pas question de nous dire que, pour les législatives, on a passé plus de 3 semaines pour avoir les résultats. Oui, pour les communales, carrément 5 à 6 semaines. Donc, on suppose que pour les on ne sait même pas s'ils doivent obtenir le logiciel en question qui peut leur permettre d'avoir les résultats en quelques heures. Vous leur posez cette question-là. Vous leur posez cette question. À votre connaissance, ils ont maintenant le dispositif. Ils étaient allés chercher au Nigeria en même temps. Moi, j'ai dit en mon temps, c'est ce que moi j'ai fait. Je n'avais pas les moyens, mais on a forcé pour avoir un minimum. C'est ce minimum qui a donné ce résultat-là. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus à un minimum. Ils sont à un maximum. Et s'ils ont le maximum et qu'ils nous donnent encore des résultats 20 ans après, mais ils auront des problèmes. Quand je dis 20 ans, là, ce n'est pas le nombre d'années là comme ça. Mais restons dans la même veine. Le premier tour était prévu pour le 28, c'est reporté actuellement au 6 mars. On va aux élections le 6 mars. La Sénat va proclamer les résultats. Si second tour il y a, ils vont battre campagne. Et la Cour va enregistrer des recours. Est-ce que le temps n'est pas trop court pour faire en tout cas pour traverser toutes ces étapes-là? La Cour va enregistrer des recours et disposera-t-elle du temps maximum pour étudier ces recours-là avant de proclamer les résultats définitifs dans ce délai court-là? Bon, moi, je vais vous donner 2 réponses. L'élection du président Yahi, c'est dans les mêmes conditions. C'est dans les mêmes conditions. 2006 ou 2011? 2006. Et pourquoi 10 Lorsque ans après, le président de la République, le général Mathieu Kérékou a dit non, moi je ne fais pas ça. A refusé le report. On a été calé dans le délai. Les gens ont fait à peine quelques 3 ou 4 jours de campagne. Et on a élu Yahi, non? On l'a élu, non? Il est président, non? Un président élu KO après, non?
Et donc, ça là, c'est possible. Mais l'autre chose, messieurs les journalistes, le président Yahi a convoqué le corps électoral pratiquement 10 mois avant. Qu'est-ce qui peut amener à un report? C'est Koslepi. Pourquoi Koslepi a fait ça? Parce que certains veulent faire le chaos. Et ils sont en train d'échouer progressivement pour le chaos. Donc, à partir de cet instant-là, moi, je dis, les tests sont faits pour qu'il n'y ait pas de pareilles difficultés. Mais comme la difficulté est intervenue, mais la Cour constitutionnelle avisera. Justement, parlant de Cour constitutionnelle, peut-être devra-t-elle intervenir? On a vu ces derniers temps une série d'entraves qui ont empêché des manifestations de pré-campagne de certains candidats à travers le pays. Est-ce que ce genre de choses peut se produire pendant cette campagne? Est-ce que la Cour a un mot à dire à ce moment-là? La Cour devait arrêter ça net. D'abord, je voulais vous dire qu'en 2016, 2015-2016, il y a violation massive du code électoral. Et la Cour n'a pas pipé un mot. Les sages sont sortis, ils ont parlé. Non, ça c'est à la fin. C'est à la fin. Comme ils savent que, bon, ça là, c'est de l'eau versée sur le dos du canard, ils ont parlé seulement. Non, c'est pas ça. Depuis, on a commencé par voir les gens faire la campagne électorale. Ce qui se passe maintenant, là, depuis qu'on a lancé la campagne électorale, qu'est-ce qu'ils vont faire plus que ce qu'ils faisaient? À part les affiches qu'ils vont poser, il reste quoi? Il y a des gens qui sont dans un multicolore là, et qu'on affiche, on a mis le nom du président, la photo du président avec d'autres candidats et ainsi de suite, partout. Puis, les autres, quand on met l'affiche là, ils envoient la police, notre propre police, déchirer ça. J'ai vu des gens monter pour aller déchirer les affiches. Bon, notre pays est un pays pacifique. Dans d'autres pays, ça aurait basculé. M. Pascal, les 90 minutes passent très vite. C'est déjà passé? Oui, déjà. On va vous permettre de conclure. C'est déjà passé. C'est déjà passé, les 90 minutes. Non, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Ça m'a permis aujourd'hui de dire mon amertume par rapport à tout ce qui se fait là. Ça m'a permis de dire comment est-ce que j'ai été maltraité en 2008. Comment est-ce que des gens ont suffisamment de moyens pour faire quelque chose, ils traînent en longueur pour ne pas réussir un devoir national. C'est extrêmement dangereux. Ça m'a permis aussi de dire, aujourd'hui, il n'est pas question de nous amener un président Ouattara. Mais ça m'a permis, monsieur le journaliste, de dire aussi qu'il faut que notre pays soit en paix. Nous avons besoin de cette paix et que sur le plan syndical, nous avons la possibilité d'intervenir sur le plan politique, mais ça, jamais vouloir être des politiciens, donc à céder à la chose politique. Je vous remercie et souhaite que les élections de 2016 là, se passent dans la joie, dans la fraternité, et qu'on évite de provoquer son prochain. Si c'est ça, le prochain président qui sera élu dans la transparence aura notre caution. Je vous remercie. Après une telle conclusion, après un tel récapitulatif de l'invité, il n'y a rien à ajouter, tranquillement à Kadbeno. Tout simplement, on va remercier les téléspectateurs et les auditeurs d'avoir pris le rendez-vous de ce numéro de dimanche politique, rediffusion sur Diaspora FM 102.3, accessible sur l'ensemble du territoire, même à Afamay. Ce soir à 22h30, vous pouvez prendre le rendez-vous 102.3 Diaspora FM et d'une télévision en fréquence locale également. Même à Afamay, c'est bien visible et clair, ou bien sûr Eutelsat avec votre décodeur Strong ce soir à 21h et mardi 21h. À bientôt et bon dimanche à vous. Merci.